Vous êtes sur la télévision nationale, merci de votre fidélité. Quand Dieu créa l'homme et la femme, il leur aurait dit, soyez féconds, multipliez-vous. Et voilà, nous sommes multipliés et aujourd'hui, nous sommes environ 7 milliards sur une planète qui a de plus en plus de mal à nous nourrir. Et comme Dieu l'a doté d'intelligence, l'homme a inventé des techniques et stratégies pour planifier les naissances afin de garantir à l'espèce le mieux-être. Nous parlerons, vous l'avez deviné aujourd'hui, de planification familiale ou encore planning familial au Bénin, donc de contraception. Quelles sont les différentes méthodes de contraception, leurs avantages, leurs inconvénients, comment est financé le planning familial au Bénin, qu'en disent les praticiens, quel est le regard que l'Église porte sur la planification familiale au Bénin. Le planning familial est-il en gros un levier de développement? Pour en débattre ce soir, j'ai sur ce plateau Docteur Ouedraogo Ouedraogo, c'est le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population. Bonsoir, Monsieur Ouedraogo. Bonsoir. Après lui, Docteur Mbola Razafi Maefa, directrice adjointe chargée du programme ABMS, entendez Association béninoise pour le marketing social. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Monsieur Marat. Et face à ces deux personnalités, Docteur Gisèle Egounleti, épouse Toudonou. Elle est chargée de la promotion des méthodes naturelles au niveau de l'Église catholique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et puis l'abbé Hubert Kedowide. Monsieur Kedowide est prêtre, bien évidemment. Vous le découvrez en blanc. Il est nanti d'un doctorat en communication publique de l'Université Laval au Canada. Il est actuellement directeur de l'audiovisuel au niveau du service de l'archidiocèse de Cotonou. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Pour démarrer, une première question que j'adresse au docteur Ouedraogo. D'abord, expliquez-nous en quoi consiste la planification familiale, docteur. Merci. La planification familiale, c'est un ensemble de méthodes, de services, d'informations, de conseils destinés aux individus et aux couples afin qu'ils puissent choisir d'avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent et au moment qu'ils le souhaitent. Ceci dit, la planification familiale a été reconnue comme un des droits humains. Et comme tout droit humain, il est inaliénable, indivisible, incompressible. Et lorsque nous parlons de planification familiale, et pour marier avec le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est un des investissements majeurs pour le développement dans tous les pays du monde et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. On le verra bien parce que tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que ce soit vraiment un levier de développement. En tout cas, on va le voir. Docteur Mola, vous allez nous dire de quoi s'occupe l'Association béninoise pour le marketing social dans disons, le sujet qui nous concerne. L'Association béninoise pour le marketing social a toujours accompagné le ministère de la Santé dans l'amélioration de la santé des familles béninoises en rendant disponibles les produits et services de santé. Donc, dans le cadre du planning familial, donc, nous rendons disponibles les informations, les produits et les services en direction des populations. En direction des populations, des femmes, des jeunes, des célibataires, des couples, pour leur permettre de faire vraiment un choix éclairé. Docteur Egounleti, vous êtes médecin naturellement, vous devriez être d'accord pour la planification familiale. J'ai entendu dire que c'est un droit, certains disent donner naissance, c'est un droit à chaque femme. Au fond, vous n'êtes pas contre le fait de planifier les naissances, vous êtes plutôt, quand j'ai fait un briefing avec vous, vous êtes plutôt contre les méthodes. Merci, bonsoir chers téléspectateurs. Le planifier les naissances, dans le sens premier, c'est une bonne chose, c'est-à-dire être ouvert à la vie, avoir le nombre d'enfants qu'on veut, lorsqu'on le veut, mais par des méthodes naturelles. On verra ce que quand vous nous appelez disons naturel, c'est comme si le bon Dieu lui-même... Pas d'intervention de médicaments, c'est ça? Oui. Pas de pilules. Pas de pilules, pas d'intervention, c'est-à-dire pas d'instruments. Il n'y a rien qui soit apporté de l'extérieur. Très bien.
Quand vous me dites, c'est très bien le sens de la planification à l'origine, parce que chacun a le droit de faire le nombre d'enfants qu'il désire. Et moi, pour poser la question comme n'importe quel profane béninois, je se dis, bon, voilà, la Chine, c'est aujourd'hui plus d'1 milliard de personnes, mais le Bénin, ça fait quoi? À peu près 10 millions de population. Est-ce qu'on a besoin de planifier, le docteur Rigouletti? On est obligé d'espacer les naissances parce qu'il faut que l'enfant grandisse. D'ailleurs, vous n'aimez pas le terme de planification, vous dites non, nous parlons de régulation des naissances. Où est la nuance? Parce que habituellement, lorsqu'on dit planification, tout le monde voit toutes les méthodes qui empêchent d'avoir une grossesse. D'accord. Or, lorsque vous êtes dans la logique des méthodes naturelles, les mêmes méthodes qui permettent d'espacer aident encore à en avoir lorsque vous êtes en hypofertilité ou dans le cas de recherche d'enfants. Très bien, on va venir dans le fond du sujet, on va regarder justement les méthodes tout à l'heure. Mon père, j'ai, en préparant cette émission, regardé un documentaire sur le même sujet et j'ai découvert l'abbé Raymond Bernard Goudjor, je crois que c'est bien ça, et il a dit ceci, je le cite, « L'Église catholique romaine est radicalement et foncièrement contre la planification familiale ». Est-ce que c'est toujours le même discours au niveau de l'Église catholique? Je pense que l'Église catholique a toujours opté pour le bon sens. Ah, parce que ce n'est pas le bon sens, parce la planification. Parce qu'il y a des dispositifs naturels que le Seigneur lui-même a mis en place pour que l'homme et la femme puissent féconder. D'ailleurs, le thème qui nous rassemble parle de développement et le développement a lieu lorsque c'est au service de l'homme. S'il n'y a pas la vie, on ne peut pas, on va développer pourquoi? On développe pour qu'il y ait des personnes vivantes pour pouvoir bénéficier du développement. Naturellement, la planification familiale, le fait d'axer, de focaliser toute l'attention sur ce qui est matériel, artificiel, dénature l'humain. Donc, l'Église nous invite à une anthropologie vraiment axée sur l'homme et sa dignité. C'est pour cela que l'Église défend l'homme. Il n'est pas contre les individus, ni contre leur manière de voir, mais il est pour l'homme et l'homme seul. Si je dois parler comme ma grand-mère il y a peut-être 20 ans qui dit moi je ferai autant d'enfants que Dieu me donne. C'est ça le discours que vous tenez? Et autant d'enfants que Dieu me donne, puisque Dieu donne toujours d'enfants. Mais ce n'est pas le nombre... C'est-à-dire que si ma pauvre grand-mère avait la possibilité de faire 15 enfants, elle en fait, il n'y a pas de problème. Vous savez, dans les grands pays, moi j'ai vécu quand même une dizaine d'années au Canada et dans l'histoire du Québec, il y a une seule femme qui avait 23 enfants. Le premier ministre, l'ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, je pense qu'il était le 17e, je ne sais pas, 19e enfant. Et il disait même, lorsqu'on lui posait la question, vous voyez que si ma maman avait avorté, ce serait une perte pour le Canada. Parce qu'il était Premier ministre du Canada. Je ne dis pas ça pour encourager des femmes qui n'ont pas les moyens. Parce qu'il faut quand même, l'Église est toujours au service de l'humain. Pas de la vie pour la vie, mais une vie bien et correcte. Et ce n'est pas l'éducation que l'Église travaille à ce que les femmes, une fois formées et éduquées, puissent naturellement espacer les naissances et avoir la joie et le bonheur de vivre. Docteur Ouédraogo, avant qu'on ne passe aux méthodes proprement dites, dites-nous, c'est quoi la philosophie de la planification familiale? Est-ce que c'est pour dire, voilà, si vous êtes trop nombreux, vous allez mal vivre, ou on planifie simplement parce que, bon, il y a des ressources qui financent, on parlera du financement plus loin. C'est quoi la philosophie de la planification? La philosophie de la planification familiale est double. L'intérêt pour l'individu, le couple et la communauté. Madame l'a dit, lorsque on peut planifier les naissances, on peut avoir plus de santé pour la femme et les enfants qu'elle met au monde. Sachez que lorsque l'intervalle entre deux naissances est inférieur à 2 ans,
le risque de décès de celui qui est déjà né est beaucoup plus élevé. Et lorsque cet espace vaut 2 ans et plus, la femme a le temps déjà dans son organisme de se reconstituer et l'enfant de grandir. Vous avez plusieurs programmes de développement, dont par exemple l'initiative 1000 jours, pour permettre à l'enfant de devenir vraiment une personne capable de... Et traditionnellement, dans certaines cultures africaines, on dit ne faites l'autre enfant que lorsque le premier est capable d'aller prendre de la braise chez la voisine et venir vous donner pour faire le feu. Ça veut dire que la philosophie n'est pas limiter des naissances pour limiter. Il faut le faire déjà pour le bien-être de la femme et des enfants qu'elle met au monde. 1. 2. Au niveau de la famille, prenons n'importe quel citoyen béninois en ville ou en campagne, amené à scolariser des enfants. Quand vous en avez un avec 0 salaire, peut-être que vous pouvez vous débrouiller. Ou bien, M. Marat, à vous, on va le confier. Mais si votre même frère vous envoie cette année 1, l'année prochaine 2 autres, ainsi de suite, Ce n'est plus tenable. on tire tous le monde vers le bas. Donc, l'idée de planification, l'intérêt pour la communauté, ce n'est même plus au niveau d'individu, c'est pour la communauté, c'est pouvoir permettre vraiment de vivre en fonction de nos moyens. Merci. Docteur Moula, je vais toujours dans le concret. Hein. Quand vous allez dans les villages, puisque vous êtes chargé du marketing social, donc vous êtes directement en contact avec les populations, vous allez dans vos villages où le raisonnement, c'est celui que j'ai mené tout à l'heure. Moi, Dieu me donne des enfants, ils doivent aller au champ. Qu'est-ce que vous dites pour les convaincre pour changer de comportement? Vous dites, ah, ils vont souffrir demain. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que le discours que nous on tient ici, c'est le discours d'intellectuel, mais dans les villages, il y a une autre philosophie. Comment vous parlez aux... Oui, c'est très important de sensibiliser la communauté sur les avantages. C'est quoi déjà la planification familiale et quels sont les avantages pour un couple, pour une femme, d'adopter une méthode de son choix. Et donc, on communique sur ces avantages, aussi sur les bénéfices, les risques, parce que toute méthode pourrait avoir des risques ou des contraintes, comme les avantages aussi. Donc, nous, on communique sur les informations complètes afin de permettre à la communauté dans les langues, c'est ça, dans les différentes langues des localités que vous... Oui, effectivement, on essaie vraiment d'avoir une communication calibrée qui s'adapte vraiment aux cibles, aux bénéficiaires, à la communauté, pour qu'ils puissent vraiment comprendre le message qu'on veut vraiment passer. Docteur Ouedraogo, avant que je ne passe l'élément témoin, docteur Ouedraogo, quand on regarde la population béninoise aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée de l'indicateur de naissance? C'est combien par couple? Est-ce que c'est en décalage de ce qui est conseillé par rapport au taux de croissance et développement? Vous pouvez répondre à ça? Oui, il y a ce que les démographes appellent indice synthétique de fécondité, qui correspond au nombre moyen d'enfants que chaque femme, durant sa vie reproductive, peut faire. Ce chiffre est de 5 pour faire bref, 5 enfants par femme pour le Bénin. Et par rapport au taux de croissance par rapport au taux de croissance de la population béninoise, il s'établit à 3,5% par an. Donc, ce sont des indicateurs qui montrent que nous sommes dans une dynamique où la pyramide de population est à base très large. C'est-à-dire que nous avons beaucoup plus d'enfants qui dépendent d'un nombre plus réduit de gens capables de travailler pour les prendre en charge. Très bien. On va aller dans le fond tout à l'heure pour parler des méthodes de contraception tout de suite. Mais avant cela, on va suivre le regard d'un spécialiste, j'allais dire une spécialiste, puisqu'il s'agit de Dr Véronique Toyin-Fodé-Mewanou. Elle explique le rôle du prestataire de santé en matière de planning familial. On va l'écouter, on va à la régie et on revient quelques instants. Le rôle du prestataire de santé en planification familiale est tout simple. Il doit d'abord pouvoir éliminer les contre-indications
avant donc la prescription des produits. Il doit pouvoir donner l'information aux patientes sur les avantages, les effets bénéfiques, les inconvénients et aussi les conditions d'échec des méthodes aux femmes. Et maintenant, il doit pouvoir les informer sur les effets secondaires éventuels d'avance et aussi savoir les gérer. Donc, cela passe par plusieurs étapes. Nous avons l'étape de l'entretien. Au cours de l'entretien, il va s'établir une relation de confiance où on peut lui poser des questions et il est en il doit pouvoir répondre aux femmes sur tous les effets secondaires possibles, sur les inconvénients, pour que le choix de la patiente soit un choix éclairé. Donc, c'est aussi comme un counseling. Ensuite, il y a l'étape de l'examen qui est aussi importante. Avant toute prescription, il faut qu'on puisse savoir de quoi souffre la patiente, quels sont ses antécédents, etc. Et tout ça, l'interrogatoire, c'est au cours de l'examen. Ensuite, maintenant, il y a la prescription qui doit respecter les normes des indications et des contre-indications recueillies plus tôt. Et enfin, il y a le suivi. Une fois qu'on a adopté une méthode, qu'on a prescrit une méthode, qu'on a appliqué une méthode, il faut avoir le retour. Il faut revoir la patiente pour détecter les effets secondaires, pour pouvoir les prendre en charge. Le manque d'informations fiables sur les méthodes, le manque d'informations sur la gestion des effets secondaires. On a eu des études qui l'ont prouvé, que les prestataires manquaient d'informations à ce niveau. On a les croyances socioculturelles, les croyances empiriques. On a les fausses rumeurs qui circulent sur la planification familiale. Et puis, on a le regard parfois de la société avec ses tabous. Donc, pour une bonne gestion des effets secondaires, il faut un bon accueil déjà. C'est ça qui va établir la relation de confiance avec la patiente. Il y a une bonne écoute. Donc, il ne faut pas banaliser les plaintes de la patiente. Il ne faut pas avoir de préjugés dessus non plus. Ensuite, il faut un bon counseling. Il faut vraiment, comme j'avais dit plus tôt, de façon éclairée, lui expliquer tout. Il n'y a pas de tabou à avoir. Elle aussi, elle peut poser des questions et l'agent est en devoir de lui répondre. Et puis, il y a le respect des normes en termes d'indication et de contre-indication des différentes méthodes. On entend par là, si Paulette a utilisé une méthode, ça ne veut pas dire que c'est la méthode qu'il faut pour Juliette. Donc, ce n'est pas chez la voisine qu'il faut entendre la méthode qui nous correspond, mais bien chez l'agent, chez le prestataire de santé. Comme ça, si par exemple on a une pilule et qu'on a des effets secondaires, c'est chez l'agent de santé qu'on va aller se plaindre et il va voir avec nous ce qu'on peut faire. Et si vraiment les effets secondaires ou l'inconfort persistent, s'il faut changer de méthode, c'est l'agent de santé qui pourra décider de cela. Mais en aucun cas, il ne faut abandonner les méthodes simplement parce qu'on trouve qu'on a un peu plus de céphalée ou on a un peu plus de fatigue. Tout médicament, tout produit peut donner des effets secondaires. Ce sont des effets secondaires souvent mineurs qui ne justifient pas l'abandon des méthodes. Donner la vie devrait être un acte volontaire et libre à un moment choisi. Donc à ce titre-là, les femmes ont le droit à la planification familiale, je ne veux pas dire le devoir, et elles doivent se renseigner auprès des prestataires de santé de tout ce qui concerne les méthodes pour mieux choisir, donc de façon éclairée. Très bien, elle nous lance dans le sujet. Tout de suite, sans détour, j'ai envie de demander au docteur Odiko, c'est quoi les méthodes, les différentes méthodes de contraception? J'ai vu dans l'élément et les téléspectateurs avec nous, il y a pas mal de médicaments, de pilules sur la table, j'ai même vu des préservatifs. C'est quoi les méthodes de contraception, docteur? Les méthodes de contraception sont variées et très fréquemment, on peut les grouper en méthodes dites modernes et en méthodes dites naturelles. Et dans ces deux groupes, vous avez les méthodes modernes comprennent ce que vous venez de citer, les injectables, les pilules qui valent, les donner à l'homme pour avaler. Ensuite, il y a les condoms que j'ai déjà cités, il y a les implants qui s'insèrent sous l'épiderme de la femme et il y a les injectables. Il y a une variété. Parmi les méthodes naturelles, vous avez le collier, la méthode du collier, qui dans beaucoup de photos que nous faisons, on les retrouve. Le collier qu'il faut apprendre à compter pour suivre son cycle. Il y a la maman, l'allaitement maternel exclusif
et au moins 6 fois par jour. Le collier, tout ça, c'est fiable, le collier? On ne peut pas se tromper le jour? Quelquefois, on dit les règles... C'est l'autre dimension de votre question. Voilà. Quelle est l'efficacité de chaque méthode? On peut en discuter. Donc, c'est un peu, pour le moment, je cite en vrac toutes les méthodes. Il y a même le coït interrompu, il y a l'abstinence pendant un certain temps. Et tout ça, la méthode Laglaire, de la température, je pense que le docteur connaît ça mieux que moi. On peut citer toutes ces méthodes-là parmi les méthodes dites naturelles. Voilà ce qu'il y a comme méthode que je... Docteur Mola, je ne sais pas si c'est vous qui êtes indiqué pour en parler. Déjà, prenons les méthodes dites modernes. On verra bien pour ce qui concerne les méthodes naturelles. C'est quoi leur avantage? Je prends les préservatifs, les pilules, parce que beaucoup de gens... La dame que nous avons regardée, docteur Mewanou, disait il y a des fausses rumeurs. Est-ce que c'est vraiment des fausses rumeurs? Parce qu'on est sûr que les pilules, est-ce qu'elles sont sans effet? Dites-nous. Vous avez, oui, ma question, c'est les avantages des méthodes modernes. Oui. Docteur Ouedraogo a parlé tout à l'heure d'une classification des méthodes modernes et naturelles. Mais on peut aussi classer les méthodes par le taux d'efficacité. Et donc, c'est ça qui est l'avantage des méthodes modernes, parce que l'échec est très minime. Donc, c'est ça le gros avantage des méthodes modernes. Donc, on peut les classer par le taux d'efficacité des différentes méthodes. Mais comme le prestataire a dit tout à l'heure, le choix appartient toujours à la cliente, à la femme. Et donc, la méthode la plus adaptée à la femme, c'est celle qu'elle choisit. À condition qu'elle ait compris. Je ne sais pas si nos mamans des villages comprennent vos méthodes techniques, ou est-ce que vous insistez pour que ce soit les méthodes naturelles au niveau des villages? Le plus important, c'est de donner toutes les informations aux femmes. Et après, donc, elles vont choisir, après avoir eu suffisamment d'informations sur les avantages des méthodes, les éventuels effets secondaires. Quel est le constat au niveau des villages? Vous avez fait quel constat? Est-ce que les gens ne sont pas réticents par rapport aux méthodes modernes? Bon, oui, les réticences existent toujours, mais on voit quand même que la communauté est de plus en plus exposée aux informations. Et donc, commence à adhérer, à accepter les méthodes modernes. Mais effectivement, il y a toujours les défis, parce que les rumeurs, ça existe toujours. Donc, c'est ça l'importance de faire de la communication, d'échanger avec les femmes, quelles sont leurs perceptions des méthodes, les expériences, et on essaie on les informe sur les avantages, les effets secondaires. Et après, on les réfère aussi dans les centres de santé, parce que c'est au niveau des centres de santé, avec les agents de santé, qu'elles vont avoir les méthodes. Donc, les agents de santé, après, vont vérifier l'éligibilité des femmes pour la méthode choisie. Mon père, voilà, on vient de nous décrire un certain nombre de méthodes de contraception avec les moyens techniques aujourd'hui. On a vu les préservatifs, les pilules, les détracteurs. Je ne sais pas si c'est le cas de l'Église catholique, mais les détracteurs de ces méthodes disent, voilà, c'est de la perversion. Voilà, on dit aux gens, vous voulez limiter les naissances, prenez les préservatifs. Quel est votre regard sur ces méthodes qui viennent d'être décrites? D'abord, il faut rappeler que l'Église n'a jamais raisonné à partir de l'efficacité ou non des méthodes. L'Église raisonne à partir de la conception des choses proposées. Très différent. Et parce que l'Église est toujours joyeuse lorsque l'intelligence de l'homme l'amène à la découverte de telle chose scientifique au service de l'humain. Mais pour ce qui est des méthodes artificielles, l'Église... Vous dites artificielle, d'autres parlent de moderne, c'est la même chose. Je pense que artificiel, c'est ce qui n'est pas naturel. C'est venu du dehors de l'humain, qui vient comme perturber ou porter de frein à ce qui est naturellement requis au niveau de la femme
ou de l'homme. Mais en écoutant les uns et les autres, je constate qu'on revient toujours au cœur de l'éducation. Même lorsque ici au Bénin, vous allez faire une campagne dans un village et que vous distribuez les choses une fois par année à des villages qui ne sont pas, des villageois qui ne sont pas instruits. Donc il n'y a pas d'école, il n'y a même pas de dispensaire dans beaucoup d'endroits au Bénin pour les suivre. Hein. On parle de suivi, de contrôle, etc. C'est très beau, mais dans la pratique, c'est qu'on a un peuple qui manque de moyens, qui manque de formation, qui manque d'éducation, qui manque de structure sociale, de structure d'accompagnement de santé. Je pense que lorsque on aura axé notre effort sur cela, le reste viendra. Mais le choix sera libre. Le discours de ceux qui prônent la planification, c'est le suivant. Si nous sommes trop nombreux, on n'a pas de chance d'avoir des ressources pour faire ce que vous dites. Donc, limitons les naissances. Oui, mais je suis très curieux de savoir, habituellement, lorsqu'on parle d'espacement de naissance, quand on écoute bien les intervenants, je constate qu'on parle surtout au niveau des personnes qui sont déjà en situation de famille, de couple. Oui. Or, l'Église voit aujourd'hui, et on le voit au Bénin, on le voit clairement au Bénin, et surtout à Cotonou, nous qui sommes pasteurs, nous voyons très bien que c'est avant même ceux qui fondent des familles. C'est les jeunes qui utilisent des préservatifs, donc ils ne sont même pas en situation de famille. Et ils utilisent ces méthodes et psychologiquement, ils se prédisposent à une sexualité un peu par plaisir. Et un jeune qui commence une sorte de carrière sentimentale à partir de 12 ans, mais il peut continuer, ou surtout elle, parce que c'est les femmes, peut continuer jusqu'à se surprendre vieille à 35 ans, et avec beaucoup de conséquences qu'elle est inféconde. Et deuxièmement, elle est dangereuse pour les couples stables, parce qu'à 35 ans, on est pressé d'avoir un bébé, et on est prêt à tout, à perturber d'autres foyers. Et je pense qu'avec ça, oui, ce n'est pas bon pour le développement. Concrètement, mon père, pour ceux qui nous regardent, vous dites méthode naturelle, c'est OK. Est-ce que ça signifie que vous êtes en train de nous dire ce soir, pilule, préservatif, il faut ranger tout ça? Je suis en train de dire que lorsque la personne est bien éduquée et que très tôt, dès le bas âge, on fasse une éducation de l'affectivité, une éducation à la sexualité responsable. On n'aura peut-être pas besoin de tout ça. Eh bien, on n'aura pas besoin de ça. Très bien. Docteur Egouneti, vous êtes contre les méthodes dites modernes, mon père dit artificielles. Pourquoi vous êtes contre? Ça signifie quoi? C'est dangereux, les pilules, ça provoque d'autres maladies. Dites-nous pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec les méthodes dites modernes ou artificielles. Je vous remercie, mais avant, je voudrais revenir sur l'élément. D'accord. Parce que je trouve que ce qu'on nous a présenté, ça, c'est pour des gens d'un standing donné. Lorsque vous allez dans les villages et que vous avez des ONG qui distribuent toutes ces méthodes-là, on ne prend pas le temps de faire des examens au préalable. Il n'y a pas la possibilité de suivi. Parce que les examens, c'est-à-dire quoi? Il faut connaître les groupes. Qu'est-ce que vous appelez les examens? C'est pour savoir quoi? D'abord, il faut examiner la femme. Il faut faire un interrogatoire pour savoir s'il y a des antécédents de cancer de sang ou d'autres choses, de maladies cardiovasculaires et dans les antécédents familiaux, c'est-à-dire si des familles ou bien elles-mêmes, etc. Mais lorsqu'on gongonne et qu'on donne de l'argent aux femmes pour venir prendre la pilule ou se faire injecter ou se faire mettre du Norplan, vous savez très bien que ce n'est même pas quand c'est des ONG, oui, ce n'est pas des gens qui ont été formés à cela, ce n'est pas des agents de santé. Et ça, c'est surtout dans les villages. Je n'ai pas bien compris. On donne de l'argent? Mais bien sûr.
Ah, comment ça? Expliquez-moi, c'est quoi? C'est une forme de corruption pour attirer les gens? Enfin, Bon, ça, j'utilise c'est un mot. ce qu'on a constaté dans les villages les plus reculés, parce que Et qui fait ça? il y C'est a pas le des FUNIAB, je ONG. suppose. C'est pas le FUNIAB. hein. Je- Il y a des ONG, bon, qui C'est font aussi la promotion de ces méthodes. Alors, Les gens ils sont ont réticents l'argent. pour les appâter, on donne de l'argent. C'est ça le discours que vous tenez. Oui. Continuez. Donc, alors vous comprenez, ceux-là ne sont pas toujours des agents de santé. Et ça peut être des étudiants qui, en fin de formation qui n'ont pas encore trouvé d'emploi, etc., ou d'autres et personnes qui sont désœuvrées ou qui sont dans les ONG. Donc, et il y a un pourcentage, lorsque vous devez essayer de sensibiliser les femmes pour leur dire que c'est important d'espacer les naissances, ce qui est tout à fait normal. Le Créateur aussi a mis les dispositions nécessaires pour qu'on espace. On reviendra peut-être là-dessus. On y est déjà. Je veux savoir pourquoi vous êtes contre les méthodes modernes. Et dites-nous, c'est-à-dire que les femmes qui nous regardent vont se dire, ah tiens, si je prends une pilule, est-ce que je vais grossir? Est-ce que j'ai un risque de cancer? C'est ça que je vous demande. Ouais, le docteur Ouedraogo a parlé de méthodes d'implants. Est-ce qu'il y a des inconvénients? La plupart des méthodes artificielles ou modernes dites efficaces sont basées sur les hormones. Les hormones, donc, ce sont des substances naturelles qui règlent le cycle de la femme. Alors, lorsque vous apportez ces hormones à l'organisme, l'organisme, lui, ne produit plus parce qu'il sait quelle quantité il devait produire normalement. Donc, le cerveau étant renseigné sur ce qu'il doit faire, lorsqu'il y en a trop, lui, il n'en produit pas. Pour parler simple, ce qu'on donne, pilule, implant, ça dérègle l'organisme, c'est ça? Alors, lorsqu'il y a un dérèglement, ça veut dire qu'il y a nécessairement des effets secondaires ou des complications. Et ça, l'organisme même ressent. Et on peut avoir comme effet secondaire immédiat, ou bien on n'a plus ces règles, ou bien ça coule trop, ou bien ça coule très peu. Vous avez vécu des cas, puisque vous êtes médecin, donc c'est des cas que vous connaissez. Dites-nous que c'est arrivé. Mais bien sûr, voilà, ça c'est très fréquent quand... Voilà. C'est pour que les autres puissent réagir. Absence de règles, ou trop de règles. Et là, bon, quand la femme repart, on nous dit, bon, ça fait partie des effets secondaires. Donc les femmes s'accommodent de leurs règles qui n'arrivent pas ou parce qu'elles saignent trop. Donc, au départ, lorsqu'on parle de pilules de première génération, au départ, c'est que ça bloque la production des ovules. Donc, ça empêche la rencontre, je dirais, pour que les spectateurs comprennent, de la cellule femelle qui ne pourra plus rencontrer la cellule mâle pour donner un enfant. Oui. Mais il y a eu beaucoup d'effets secondaires, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des malaises qui ont fait que les femmes se désaffectionnaient de cela. Donc, on a essayé de réduire les taux pour minimiser les doses d'hormones. Donc, aujourd'hui, ça ne bloque pas toujours la production des ovules, mais par contre, ça dérègle le rapport d'hormones qu'il doit y avoir au niveau de l'utérus pour que l'œuf se maintienne. Donc, j'ai entendu qu'il y a beaucoup d'avantages, mais vous êtes en train de me dire, dans le même temps, il y a beaucoup d'inconvénients, pour faire court, c'est ça? Oui, et non, je voudrais dire, par rapport à la position de l'Église, c'est que de façon inconsciente, il y a plus d'avortements. Alors, vous comprenez, quand l'Église catholique, par rapport à la vie, ne pourrait pas
accepté Quand vous dites il y a plus d'avortements, ça veut de dire quoi? façon inconsciente. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est à cause de la contraception qu'il y a des avortements? Lorsque vous préparez, vous utilisez beaucoup plus de pilules, et ça, je rapporte les propos du professeur Ali Hounou sur une émission de Madame Adelakou. Lorsque vous utilisez les pilules, il y a une difficulté au niveau de la trompe, parce que la grossesse démarre au Allez niveau très de vite la pour trompe. que je puisse donner. Donc, il y a une difficulté à la trompe de faire progresser l'œuf qui a démarré. Très bien. Donc, Oui. du coup, il y a plus de grossesse extra-utérine où il y a plus d'avortements. Et ça, l'Église ne peut pas être d'accord parce que avortement signifie c'est une vie. On met fin à la vie On et met fin à par la- conséquent, l'Église ne peut jamais accepter une telle pratique. Docteur Ouedraogo, j'ai entendu deux choses de docteur Egouleti. Premièrement, elle a dit, voilà, les gens sont réticents. Et il y a des ONG, des associations pour convaincre les pauvres dames qui ne sont pas très convaincues de la contraception, on leur donne de l'argent. Ça, c'est la première chose que j'ai entendue. Est-ce que c'est vrai? Deuxième chose, elle a évoqué des inconvénients, quand même, je pourrais dire, sans être médecin, majeurs, puisqu'elle dit que ça porte atteinte à, disons, à la chance de procréer plus tard. Votre réaction, docteur? Merci. Je vais réagir et revenir un peu quand même sur cette déclaration, s'il vous plaît. Dire qu'il y a des ONG qui donnent de l'argent pour faire prendre des méthodes contraceptives, je souhaiterais dire que pour ce qui concerne UNFPA, aucune des ONG avec lesquelles nous travaillons ne fait ça. UNFPA, c'est l'anglais de FNIAP. De FNIAP, c'est la version anglaise de FNIAP. Personne ne fait ça parmi les ONG avec lesquelles nous travaillons, y compris ABMS, ABPF, GRAFED, Teradis et d'autres encore que j'oublie. Mais est-ce que ça signifie qu'il y a des ONG que vous ne maîtrisez pas, qui sont quand même dans le secteur de la planification? UNFPA et le FNIAP n'est qu'un des intervenants dans le secteur. C'est le ministère de la Santé qui coordonne l'ensemble, y compris au niveau des districts. Donc nous savons que les ONG avec lesquelles nous travaillons n'ont même pas assez d'argent pour faire ça. Les méthodes dites d'approche stratégie avancée, c'est beaucoup plus pour de la mobilisation sociale. Et je crois qu'on l'appelait Tam-Tam PF, les gongonneurs, comme elle a dit, pour faire sortir les populations, pour donner l'information. Et donc, je pense que pour ce qui nous concerne, nous ne sommes pas au courant de situations où des gens sont amenés à distribuer. Si cela venait à être rapporté, fait avéré, ça va être arrêté par UNFPA. Ce n'est pas quelque chose qui rentre dans le schéma de ce que UNFPA perçoit comme mode pour faire adopter une quelconque méthode. Deux, pour ce qui concerne les effets secondaires, je crois que l'intervention du docteur Tonifode est critique. Il n'y a pas de situation sans effets secondaires. Tout corps étranger qui entre en nous provoque des effets secondaires. Mais à l'entendre, quand je dis l'entendre, c'est Dr Egouleti. Oui. Il ne s'agit pas simplement d'effets secondaires pour faire un peu atténuer le concept. Elle dit, c'est plus grave, il y a des gens qui... Je vous dis que ce n'est pas que ce n'est pas dit. Moi, je veux les évidences. Vous savez, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les contraceptifs? Ça donne le cancer. Ça fait ce n'est pas toujours vérifié. Moi, je veux bien les preuves, scientifiquement établies, sur lesquelles, pas au niveau local ni au niveau sous-régional, mais global, nous avons des évidences qui montrent que parfois même on donne des effets secondaires ou des effets néfastes qui sont le contraire de ce que cela fait, pas ce que les contraceptifs font. Donc, nous ne sémons aucune illusion. Lorsque vous prenez des contraceptifs, certainement qu'il y a des effets secondaires. Docteur Tonifode nous dit, dès le moment où vous êtes amené à choisir, faites-vous examiner, faites le bon choix. Si ça ne va pas, repartez voir le prestataire qui vous l'a soumis. Donc, ça, c'est ce que je souhaitais dire. Mais je voulais justement rebondir sur cet aspect parce qu'elle a dit, mais ça, c'est là où ça va. Mais monsieur l'abbé a dit, c'est là où ça va. Les gens sont préoccupés par l'éducation. C'est vrai, mais c'est le problème de l'œuf et de la poule. Qui est le premier entre les deux? Voilà, qui engendre l'autre? Voilà, l'œuf
la poule, mais le problème, c'est que je souhaite dire, c'est ceci. Regardons les faits. Pour la rentrée 2015-2016, il y a eu près d'1 million à inscrire pour les écoles primaires. Le Bénin, chaque année, doit construire plus de 2000 classes additionnelles. Donc, c'est clair que lorsqu'on raisonne, non pas en partisan, mais à l'échelle d'un gouvernement, on sent qu'il y a des problèmes et qu'il faut gérer. C'est sûr que si les gens, jouissant de leurs droits, faisaient moins d'enfants qui ne peuvent pas gérer, on aurait moins de problèmes au niveau de l'État. Vous l'avez dit à un moment donné. Donc, c'est clair que, est-ce que, on va dire, comme on n'a pas fait l'éducation, on aura... L'éducation est capitale, est fondamentale, mais c'est sûr que nous ne pouvons pas entrer par une seule porte pour le développement. Il faut prendre les choses, les taureaux par les cornes et nous assurer que les différentes interventions cumulées peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Donc moi, je pense que c'est ça. La jeunesse qui utilise les préservatifs et d'autres, certainement que nous souhaitons que ceux qui sont sexuellement actifs le fassent. Mais à l'heure actuelle, tout le monde parle de ça. Moi, j'étais content d'entendre Madame le docteur parler de l'éducation à la sexualité, sujet sur lequel nous sommes en train de travailler ensemble. Mais justement, on a trouvé, même au niveau de l'école primaire, des cas de grossesse, des cas sur des enfants à cet âge-là. On sent encore le lait de mère sur ces enfants-là. Comment peut-on penser sexe à ce niveau-là? Donc, il y a des problèmes de ce genre-là. Peut-être que notre temps, la distribution ne nous permettrait pas de creuser, mais je crois que c'est très, très important qu'on prenne toutes ces dimensions-là. Docteur Moula, est-ce que vrai ou faux que les pilules augmentent des risques? Enfin, comportent des risques énormes. Vous avez écouté Docteur Egouletti, qu'est-ce que vous dites? Oui, on parle beaucoup de risques liés aux pilules. C'est vrai que les pilules ne sont pas adaptées à toutes les femmes, mais sont aussi adaptées à beaucoup de femmes. Et donc, ça revient toujours à ce qu'on venait de dire. Quand on parle de planification familiale, il faut donner le maximum d'informations à la femme. Et le choix appartient toujours à la femme. Donc, c'est ça qui est plus important. Et après aussi, il y aura toujours la vérification par un agent de santé qui est expérimenté, qui a la capacité d'assurer que la femme est vraiment éligible pour la méthode. Donc, de discuter, il y a un risque, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'effet secondaire. Le plus important, c'est de donner le maximum d'informations et de laisser les femmes choisir. On ne peut pas choisir à leur place. Ils ne sont pas des malades, ils sont là les femmes sont là pour des conseils. Donc, on ne fait pas le choix à leur place. Docteur Ouedraogo, oui, mon père veut réagir. Oui, je veux réagir parce que ce n'est pas le classique entre l'œuf et la poule, pas du tout. L'éducation est vraiment première. Parce que... là, il n'y a pas de poule et d'œuf, donc oui, l'éducation... C'est premier parce que quand je les écoute, d'abord, on dit l'information. L'information. En communication, on donne l'information pour la formation. Et la formation, c'est l'éducation. Et ceux qui ont réfléchi, qui ont reçu l'éducation et qui ont atteint un certain niveau, sont eux qui font les recherches pour sortir le produit. Donc, sans l'éducation, sans la connaissance, ils ne peuvent jamais atteindre même les produits qu'eux, ils sont en train de défendre aujourd'hui. Donc, c'est par la connaissance qui est la première attitude sur laquelle nous devons axer tout le développement. Sans cela, impossible. Deuxième chose importante pour l'Afrique, parce que je veux bien être compatissant dans l'ensemble des pays du monde, mais je regarde mon continent et je regarde aussi mon Bénin, où nous savons très bien que l'Afrique est comme un dépotoir. Pas oublier aussi ce risque-là. Les pilules, tout ça. Oui, est un dépotoir et que parfois, nous n'avons pas encore des assises à la fois juridiques, des compétences de régulation et d'évaluation des produits qu'on nous donne. Et donc, il faut faire très attention à tout ça. Et je pense que l'Église a des raisons supplémentaires en la matière de dire que nos femmes méritent mieux qu'une simple distribution. Il faut absolument
que l'éducation soit au cœur. Et quand l'éducation est là, lorsque l'Église dit ne mentez pas, il va toujours dire ne mentez pas. Mais les gens font leur choix libre. Docteur, on va aller très vite parce que le temps passe et les techniciens nous font signe. Le financement. On va parler du financement rapidement. Pourquoi? Vous avez vu le prêtre assemblé aller déjà dans le sujet. Quand il dit l'Afrique est un dépotoir, on a comme l'impression que la planification familiale, ça peut être un business aussi. Qui finance la planification et comment ça se fait? La planification. On a le sentiment que c'est une conditionnalité pour appuyer les pays africains. Les bailleurs disent, voilà, il faut planifier. La planification familiale n'est pas une conditionnalité à ce que je sache. En septembre 1994, 179 pays du monde se sont entendus pour adopter le plan d'action de la Conférence internationale sur population et développement au Caire, qui disposait sur les aspects de santé de la reproduction en général, y compris de la planification familiale. Chacun s'y était mis pour pouvoir faire bénéficier à ces populations aussi bien de l'éducation, de la santé, du logement, des questions de migration et j'en passe. Donc, 20 ans après, soit 2014, ils sont revenus là-dessus, en particulier le continent africain à travers l'Union africaine, pour avoir une position commune, pour dire nous devons continuer la mise en œuvre du plan d'action de la conférence parce que nous sommes largement en retard. Donc, en fait, pour moi, l'Afrique dépotoir, ce n'est pas l'affaire de la contraception qui est le problème. C'est les médicaments de rue qui sont beaucoup plus importants. C'est aussi même je ne sais pas, il y a combien de pays où on monte les véhicules? Nous achetons tous la France au revoir ou Belgique au revoir. C'est un véritable dépotoir, je suis d'accord avec M. l'abbé, mais ce n'est pas pour les contraceptifs seuls. Si c'est les contraceptifs, nous veillons à ce que ce soit quand même pas périmé et autres, mais l'Afrique est dépotoir, c'est une thématique plus large, y compris les laits qu'on donne aux enfants. Voilà. Maintenant, le financement. Le financement devait venir des États. Il se trouve que dans la plupart de nos États en Afrique de l'Ouest, très peu est fait pour financer les contraceptifs. Donc ce sont les Nations Unies, c'est l'ensemble des nations. Ce sont des nations européennes, y compris les États-Unis et le Canada, qui financent pour que les agences dont le mandat a trait à la planification familiale, comme le FNUAP, puissent faire acheter les contraceptifs pour les différents pays. Mais nous ne pourrons jamais faire en sorte que tous les besoins d'un pays soient pris en compte. Je voudrais rectifier parce que... d'accord, rectifier très rapidement. Bon, pas rectifier, mais apporter un complément d'information pour dire oui que nos pays africains ont été obligés d'adopter la planification. Oui, parce qu'il y a l'accord de Maputo. Je pense que s'il y a bonne mémoire, en 2006, qui impose, qui dit que les financements au développement sont conditionnés par... Donc, conditionnalité. J'aurais aimé l'avoir sous mes yeux. Bon, l'accord de Maputo de septembre 2006 ne parle même pas de ça. L'accord de Maputo parle de... Oui, je peux préciser. L'accord de Maputo est plus précis et dit il faut que les situations où les pays ont interdit l'avortement, ce qui a été salué, que les pays puissent gérer l'après-avortement clandestin. C'est ça qui a été dit. Et beaucoup de gens se sont... Docteur Moula va dire un mot et je vous donne la parole, madame. Je ne vous ai pas oublié. Je voudrais juste intervenir par rapport à ce point. Le pays a développé le plan national. Ce plan national de développement sanitaire a été développé par le pays, par le gouvernement. Mais s'il a des contraintes de financement sur d'autres secteurs de la santé, il n'a pas le choix. Et a par la suite développé le plan de repositionnement, plan de reposition de la planification familiale. Et donc maintenant, nous sommes même en train de chercher des financements pour qu'on puisse vraiment réaliser tout ce plan. Donc, je suppose que ce n'est pas une conditionnalité, c'est même le besoin du pays. Mais quelquefois, et je ne me permets pas de vous couper, docteur Egoletti, quelquefois on dit c'est volontaire, mais ce n'est pas volontaire. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est quand même du business finalement? Il y a beaucoup de médicaments. Non, je ne veux pas aller sur ce terrain de business.
Et je voudrais rectifier que je n'ai jamais dit que les ONG qui donnaient de l'argent étaient financées par le FNIAP ou la BMS. Ça, c'est pas... Je ne l'ai jamais dit. Mais que ça existe. Que ça existe. D'accord. Et je voudrais dire que... Par rapport au financement. Vous avez fait allusion à la conférence du Caire. Oui. Les pays c'est à leur corps défendant qu'ils ont signé ces documents parce qu'il y a eu Bucarest, Mexico, et pour les rencontres de développement et population, où nos chefs d'État demandaient aux pays européens d'acheter leurs matières premières à juste valeur et ils pourront développer leur pays. Mais ça n'a jamais pu être, on n'a jamais pu acheter les matières premières à leur vraie valeur pour que le développement des pays africains puisse s'amorcer. C'est l'histoire de la liberté avec un pistolet sous Mais la table. Bien sûr. Donc du coup, elle va finir. Elle va finir. Nous avons eu la dévaluation et les pays se sont retrouvés au pied du mur. Parce que pour la conférence du Caire, on a demandé à chaque pays de faire sa déclaration de population et chaque pays devait se rendre au Caire par rapport à ça. Comment il devait les stratégies pour limiter les naissances pour chaque famille. Et ça, je me rappelle, c'était encore au moment où monsieur... le ministre du Plan, Tagnon était ministre du Plan. C'est en ce moment-là que le Bénin a rédigé son programme. Robert Tagnon, personnel. Oui, de Dépolipo. On l'appelle Dépolipo en abrégé, déclaration de politique. Monsieur Ouedraogo n'est pas d'accord. Oui. Je ne suis pas d'accord. On va aller très vite. J'ai eu la chance d'être de la délégation du Burkina Faso à la conférence du Caire. Ce que j'ai constaté, il y avait le Saint-Siège à l'intérieur qui a son siège pour pouvoir contribuer au débat de la Grande Commission. Les débats de la Grande Commission ont bloqué 3 jours sur le paragraphe 8.25 parce que quelque part les gens avaient mis faire en sorte que dans les pays qui n'ont pas légalisé l'avortement, ils donnent des soins aux femmes qui seraient dans des situations d'avortement provoquées avec complications. Ça a bloqué les gens parce qu'il y en a qui ont dit ça n'existe pas l'avortement dans les conditions dangereuses. Ça a fait 3 jours de débat. 2. L'autre salle, c'était là où les États passaient pour faire leurs déclarations. Je ne suis pas parti là-bas parce que nous, on était dans la grande commission. Je peux dire que j'étais dans la salle et à aucun moment, je n'ai pas bougé parce que c'était ma première grande conférence. Je n'ai pas bougé parce que je n'ai pas vu à quelconque moment où on a dit faites ceci. Il n'y a pas eu de débat autour des matières premières. L'autre chose, c'est que... J'ai dit à Mexico et à Bucarest bien avant le Caire. Bucarest, c'est 74, madame. Mais bien sûr, ça, c'est un processus. Puisque c'est tous les 10 ans qu'on se rencontre, tous les 5 ans, le processus, pour population et développement. Non, ce n'était pas pour population et développement. La première fois que c'est population et développement, c'était au Caire. Les autres conférences, c'était population. D'accord, ça va être difficile. Non, c'est à Téhéran. Ça va être difficile de vous concilier parce que... on restitue les... Vous dites les pays sont libres, elle dit les pays ne sont pas libres. Moi, j'ai dit... Les pays sont libres. Ah, ils ne sont pas libres. Non, oui, mais elle va dire qu'ils ne sont pas libres. Mais maintenant, peut-être que, on va discuter de cela. On va remonter vers le palais pour un peu discuter de jusqu'où ils sont libres ou pas. Oui. Ça, c'est possible. Mais je vais dire que c'est au Caire que le lien a été établi entre les questions de population et les questions de développement. Voilà. Au Caire, vous ne pouviez pas entrer dans la salle de commission sans être assailli par les opposants à la plateforme qui étaient en discussion. Tous les pays sont venus, non pas seulement avec le Dépolipo. Le draft de la déclaration qui devait être discuté à la commission a été discuté dans tous les pays. Merci beaucoup. Les pays sont... Et il y en a qui ont fait des réserves. Leur liste aussi est ressortie. Juste un mot avant qu'on fasse le dernier tour de table. Oui, moi je voudrais faire un appel parce qu'on est en train de parler de financement. Je voudrais faire un appel pour dire qu'il faut qu'on finance de façon équitable la défense de ceux qui font la planification avec les méthodes modernes et la planification avec les méthodes naturelles. Vous êtes financé par qui? Enfin, ceux qui prônent la planification naturelle. On n'a pas de financement, puisque nous, c'est notre bonne volonté qui travaille. Je souhaiterais qu'en matière de financement, comme nous tous, nous avons le même objectif.
Nous avons l'espacement de la famille, nous souhaitons que nos familles soient espacées et les enfants, etc., pour avoir la possibilité de les accompagner. Il faut que vous soyez financé aussi. Alors, si on était financé de la même manière que les méthodes artificielles ou modernes, oui. je pense qu'on pourra équilibrer les données et être capable de... Oui, on est sur le financement. Oui. Mais là, on est vers la L'UNFPA fin. a été créé en 67. Ses activités opérationnelles ont commencé en 69. Est-ce que vous êtes prêt à les financer? Ce n'est pas UNFPA qui finance. C'est ce que je veux rectifier. D'accord. Quand je parlais de financement, Non, mais j'ai vous dit... pouvez être avocat auprès des bailleurs de fonds. Mais avocat, c'est l'Assemblée générale. Nous ne siégeons pas. Aucune agence ne siège à l'Assemblée. Très bien. Ce sont les États. C'est pour vous préciser que même au Bénin ici, nous avons commencé. Nous pensons que nous discutons avec l'Église catholique autour du financement des méthodes modernes et des méthodes naturelles. C'est sûr que Très ça bien. se fait, Ça, mais c'est un bon message. ce n'est pas quelque chose qui est à la hauteur du financement d'une agence, ça Très c'est bien. sûr. Merci, vous dites la même chose sur ce sujet. On va conclure l'émission avec la question qui est au centre de notre émission. Est-ce que la planification familiale est un levier de développement? Madame Ekouleti, c'est votre mot de conclusion. La planification familiale dans le sens d'espacer les naissances et de faire le nombre d'enfants qu'on veut, comme on veut, avec des moyens sains qui ont moins d'effets secondaires, et ça, c'est une bonne chose parce que l'homme reste le capital précieux du développement. Donc, on a besoin d'hommes pour réfléchir et pour développer. Même si on produit et qu'il n'y a personne pour acheter, le développement ne décollera jamais. Et si la Chine fait trembler tout le monde aujourd'hui, même les États-Unis, ce n'est pas que à cause de sa richesse financière. C'est à cause seulement. des hommes. Il y a les hommes. Il y a les hommes, puisque ce sont les hommes qui ont amené à cela. Donc, il est important qu'on investisse sur l'éducation de l'homme et que l'homme soit vraiment humain et que l'Afrique, comme berceau de l'humanité, reste toujours la mère et puisse protéger la vie. Très bien. Et donner vraiment la leçon d'humanisme et d'humanité Mon père, au monde. votre mot de conclusion. Et je pense que nous sommes tous rassemblés pour que nous puissions vivre heureux dans le bonheur. Et je pense que c'est le souhait de Dieu nous a créés pour que nous soyons des êtres heureux et bons. Et je pense que dans ce sens, on y travaille pour que la dignité de l'homme soit au cœur du développement et que toutes les méthodes que nous prenons pour réguler la naissance et espacer la naissance puissent être des méthodes naturelles au service de l'humain qui ne vient pas dénaturer l'anthropologie. Et je pense que dans ce sens-là, l'Église accompagne l'humain, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je termine en disant qu'au cœur de tout cela, mon souhait, c'est que nous puissions parler de la dignité de l'homme, mais surtout de la dignité de la femme. Et que la femme ne soit pas seulement otage de nos plaisirs, mais qu'elle soit vraiment source de développement. Merci beaucoup, Dr Bollard. Votre mot de conclusion. Oui, la planification familiale est vraiment un facteur de développement, un levier pour accélérer la croissance économique. Donc, ça va au-delà des bénéfices de santé. Pour la santé, déjà, ça sauve la vie des mères, mais aussi la vie des enfants. Le docteur a tout à l'heure parlé de richesse de l'Afrique. Oui, c'est vrai, les enfants sont la richesse, mais il faut qu'ils soient des enfants qui sont aptes, qui sont éduqués, qui ont les droits à l'éducation, droit à la santé. Et donc, s'ils sont nombreux, si la population qui active ne peut pas prendre en charge toutes ces populations dépendantes, on n'aura pas
l'effet escompté. Donc, la planification familiale est vraiment un facteur de développement. Je voulais aussi parler un peu des méthodes, parce qu'on a parlé de méthodes naturelles et artificielles. Donc, le plus important pour nous, c'est donner toutes les informations aux femmes, puisqu'il y a des méthodes qui sont efficaces actuellement. Les femmes viennent des méthodes efficaces. Donc, il faut donner toutes les méthodes naturelles méthodes, et c'est à elles de choisir. Docteur Ouedraogo, vous qui concluez notre émission. Évidemment, la planification familiale est un bon levier pour le développement. Et bon levier pour le développement parce que cela participe de la transition démographique. Et vous savez que lorsque je parle de transition démographique, c'est au moment où, en fait, la mortalité baisse, la fécondité baisse et qu'on a sur notre pyramide de population, au milieu, beaucoup de jeunes en âge de production. Si vous avez de bonnes politiques d'éducation, de bonnes politiques de gouvernance, de bonnes politiques d'équilibre homme-femme, vous êtes là pour décoller. Tous les pays, ceux qu'on appelle dragons de l'Asie, sont passés par là. Regardez leur pyramide, il n'y a pas de doute. Et la planification familiale y contribue énormément. En cela, c'est un facteur de développement. Mais je vais vous laisser avec 1 ou 2 chiffres. On est à la fin. Oui, on est tout à fait à la fin. Comme les micros ne marchaient pas et qu'on... Oui, d'accord. Allons-y. D'accord. On va se rattraper. Oui. C'était pour dire que lorsque on dit besoin non satisfait en méthode de planification familiale, s'il fallait y répondre, l'équivalent serait de 3,6 milliards de dollars par an. Mais si on arrivait à répondre à cela et à éviter toutes les grossesses qu'on voit traîner par-ci, par-là, ce serait un gain sur les soins maternels et autres de 5,1 milliards de dollars par an. Ça veut dire que c'est vraiment au cœur du développement économique. Donc, je pense que nous n'avons pas le temps, mais permettez-moi de lire ceci. En vérité, c'est un extrait. C'est pas long, j'espère. Non, c'est un extrait du Coran, mais c'est pas long. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. C'est la sourate 13, le tonnerre, verset 1-1. Merci, docteur Ouedraogo. C'est avec ce verset qu'on met un terme à notre émission. Planification familiale, levier de développement, oui ou non? Vous avez écouté mes invités, docteur Ouedraogo, le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population, docteur Mbola, directrice adjointe chargée de programme, l'Association béninoise pour le marketing social, Dr Gisèle Egouleti, épouse Toudonou, chargée de la promotion des méthodes naturelles au niveau de l'Église catholique, et l'abbé Hubert Kedowide, qui est le directeur de l'audiovisuel au niveau de l'archidiocèse de Cotonou. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation conduite par Christelle Sagouan. À dimanche prochain.